Maintenant, la consigne donnée au niveau de la première étape de l'amorce du sujet, elle consiste précisément à répondre à une question. La question à laquelle on doit répondre, en évitant autant que possible toute forme de bavardage inutile, c'est simplement la question de savoir de quoi parle le sujet. Cela fait partie de ce qu'on appelle les exigences minimales qui ont été établies par l'Office du baccalauréat lors d'un séminaire qui s'est tenu à l'École normale supérieure, donc en 1998, plus précisément le 10 mai 1998. Et donc on avait stabilisé en son temps des éléments, parmi lesquels, dans l'amorce du sujet, pour éviter que l'élève ne se perde en bavardage et en considération historique inutile qui n'éclaire nullement le problème, on lui demande de faire en sorte que justement sa première phrase réponde à la question de quoi parle le sujet. La deuxième étape, je vous l'ai dit, qui est l'essentiel. Parce que je vous ai dit que tout à l'heure, philosopher, c'est être capable d'apercevoir une difficulté dans ce qui paraît évident. Donc c'est la position du problème. Elle va se dérouler en deux étapes. La première étape, c'est une exigence de la philosophie elle-même. On commence toujours par définir et éclairer les concepts structurants, les concepts clés du sujet. Et ensuite, dernière étape de la problématisation, on procède à la reformulation, justement comme on a dit, de manière à mettre en évidence la difficulté contenue dans le sujet. La dernière étape correspond au plan et il s'agit de dérouler un certain nombre de questions. Moi, j'ai l'habitude de vous conseiller d'en poser simplement deux. Et donc, ces questions que vous posez vont constituer le programme par lequel vous-même vous annoncez la prise en charge du problème posé par le sujet. Il faut dire que généralement, au bac, vous avez deux types de sujets. Le premier type de sujet que vous appelez, même si c'est impropre, sujet dialectique. Et le deuxième type de sujet que vous appelez sujet analytique ou bien affirmatif. Le sujet que vous appelez donc improprement sujet dialectique, c'est celui qui prend la forme d'une thèse et d'une antithèse. Et ce sujet prend la forme d'une interrogation directe. Il prend la forme d'une interrogation directe. Si vous voulez, le sujet est terminé directement par un point d'interrogation. Le deuxième type de sujet, sujet analytique, qui prend comme son nom l'indique la forme d'une affirmation et qui s'organise également autour de deux questions. La première visant à justifier l'affirmation et la deuxième visant simplement à jeter un regard critique, donc à procéder à une discussion de l'affirmation. Donc, lorsque vous avez ces deux types de sujets, sujet dialectique directement qui prend la forme d'une interrogation directe, que vous organisez en thèse, antithèse, et le sujet analytique qui prend la forme d'une affirmation, généralement avec pour consigne « qu'en pensez-vous ». Ça peut être légèrement modifié, parfois on vous dit « quelle réflexion vous suggère ». Mais dans tous les cas, c'est une affirmation et la démarche, elle est là. Une question par laquelle on se fait l'avocat de l'affirmation, on la justifie et ensuite on se donne les moyens de l'examiner de façon critique. Maintenant, si nous l'appliquons au sujet que nous avons devant nous, déjà, vous voyez vous-même à lequel de ces types il appartient. Il appartient au deuxième type, c'est-à-dire un sujet analytique, une affirmation, justification et discussion. Première étape, nous avons dit dans l'amorce du sujet. Posez-vous la question de savoir de quoi parle le sujet. Et si on examine le sujet lui-même, ce qu'il dit est relativement clair. Il y a d'une part le philosophe et d'autre part il y a tout le monde. Qu'est-ce qui est dit du philosophe? C'est que il dit en y pensant. Et qu'est-ce qui est dit de tout le monde? Il dit sans y penser. Donc, de quoi parle le sujet? On répondra ici en disant le sujet procède à une comparaison entre d'une part le philosophe et d'autre part tout le monde, qui renvoie à ce que vos professeurs appellent dans leur vocabulaire certainement l'homme du sens commun. Donc je me dote d'une phrase dans laquelle je réponds à la question
de quoi parle le sujet, rapport entre le philosophe et tout le monde. Et après cela maintenant, on va procéder à la définition des concepts clés. Quand on dit concepts clés, il ne s'agit pas évidemment de tout le texte, mais des mots qui structurent le sujet. Quels seraient ici les concepts clés? Il y a le philosophe dit en y pensant, il y a tout le monde dit sans y penser. Donc l'effort de définition devra porter non pas sur le philosophe ou sur tout le monde, mais dit en y pensant et dit sans y penser. Après, j'ai dit, on procède à la reformulation, mais j'ai dit, attention, c'est le moment le plus important de l'introduction. Parce que c'est à partir de cette étape-là que vous devez clairement mettre à jour le problème, la difficulté ou la contradiction, mais importée par le sujet lui-même. Alors, où se trouve ici le problème? Le philosophe dit en y pensant, là où tout le monde dit sans y penser. Donc, ce qui fait problème déjà, à première vue, c'est comment le philosophe, en étant avec tout le monde dans une même société, dans un même environnement de valeurs et de culture, peut-il trouver le moyen de se soustraire justement de tout le monde pour lui dire en y pensant là où les autres diraient sans y penser. Donc, qu'est-ce qui fait problème clairement? C'est qu'est-ce qui offre au philosophe la possibilité et la liberté, à la différence de tout le monde, lui, de dire en y pensant. Qu'est-ce que dire en y pensant et qu'est-ce que dire sans y penser? Quand vous chercherez à définir dire en y pensant peut renvoyer à quoi? À réflexion, mais réflexion critique. Alors que dire sans y penser, peut renvoyer au fait que celui-là, quand il dit sans y penser, c'est quelqu'un qui répète. Et quelqu'un qui répète, c'est quelqu'un qui se contente des vérités établies. Donc, le philosophe, lui, il dit en y pensant, ça veut dire qu'il réfléchit de façon critique, ça veut dire qu'il observe un recul, une distance. Recul et distance par rapport aux vérités établies. Alors que celui-là, quand on dit qu'il dit sans y penser, mais se répéter après les autres, c'est se contenter des vérités établies, des vérités admises par la société. Les vérités établies et admises par la société. Et dès lors, vous voyez très bien que notre problème devient très clair. À partir du moment où vous avez montré l'opposition entre le fait que le philosophe réfléchit de façon critique, observe un recul, une distance, l'autre ou tout le monde, l'homme du sens commun, il se contente de répéter, il se suffit des vérités établies et des vérités admises par et dans la société. Et donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons déjà nous amuser à avoir une introduction, puisque les différents éléments, nous les avons déjà composés et composés au brouillon. Je répète, nous avons dit de quoi parle le sujet, rapport d'opposition entre le philosophe et tout le monde ou l'homme du sens commun. Nous avons défini les concepts clés, celui de dire en y pensant comme une réflexion critique, le fait d'observer un recul, une distance, alors que dire sans y penser, c'est répéter, se contenter, se suffire des vérités établies, admises conventionnellement par la société. Nous avons dit, c'est un sujet de type analytique qui prend la forme d'une affirmation. Et nous avons dit tout à l'heure dans notre présentation qu'on commence d'abord par se faire l'avocat de l'affirmation, maintenant que nous l'avons comprise, on la justifie avant plus tard de se donner les moyens de la discuter. Si on s'amusait donc sur la base de ce travail de brouillon que nous venons d'établir, de dresser le portrait robot entre guillemets d'une introduction,